Donc là, et on en dira quelques mots sur la multiplication des attaques, la nature spécifique des attaques qui sont de plus en plus ciblées et également de masse. Le fait que les entreprises développant leurs services digitaux sont de plus en plus exposées, et puis l'impact très très fort qu'il y a sur l'humain, de plus en plus fort, hein, sur l'humain et le financier, donc sans faire peur évidemment, mais il y a eu un événement sur un hôpital dans un pays européen où, suite à une attaque, cyber-attaque, il y a eu un décès. Donc on voit qu'il y a un impact humain sur les risques cyber, hein, ou les risques numériques qui sont de plus en plus forts. Et le troisième point qui est le sens d'un des sujets qu'on proposait, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de la culture numérique, de la culture de la data, d'avoir des comportements qui enrichissent cette culture. D'une part, parce qu'il y a besoin de former de plus en plus d'acteurs sur le sujet, et parce qu'il y a une guerre des talents, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, de nouvelles compétences. Et donc, on essaie de répondre à ces trois enjeux en ayant trois offres, et là, on va arriver voilà, au slide suivant. Trois offres sur une activité clairement sur la conformité. Donc là, c'est une vision très avec des acteurs du monde enfin des juristes principalement, hein, qui vont aider les entreprises à exploiter au mieux les données de façon à respecter la réglementation. On a une activité purement sur la cybersécurité avec une mission, une vocation qui est focalisée sur la maîtrise du risque et introduire cette gestion du risque. J'aurai évidemment l'occasion d'en parler et qu'est-ce qu'on met derrière. Et l'autre point sur la transformation numérique au sens culture et formée. Donc on a aussi un centre de formation. L'ensemble des associés de l'entreprise sont aussi enseignants et forment au sein de l'université. C'est une mission qu'on se donne d'aller diffuser les bonnes pratiques du digital, en sachant qu'un vrai enjeu pour nous sur l'innovation digitale, c'est un sujet, on a parlé de la data, on va parler de la donnée, mais il y a un vrai sujet autour de la culture et de la culture de l'innovation, la culture de la donnée. Voilà, donc voilà globalement pour Eidos, c'est cette entreprise qui se développe de façon pérenne dans l'environnement, dans le contexte du Grand Est. Alors le sujet qu'on voulait traiter, et déjà la première chose que je voulais sensibiliser, je ne sais pas si vous êtes, si c'est quelque chose qui est maîtrisé, enfin qui est connu, cette formulation qu'on a dans comment on caractérise aujourd'hui l'environnement dans lequel on est. On caractérise cet environnement dans un environnement qu'on appelle VICA, donc volatile, incertain, complexe, ambigu. Je commence souvent mes présentations par ce sujet, parce que c'est vraiment, je pense, ce qui fait qu'on est dans un environnement, à un moment, qui est en train de complètement se transformer. Alors, on aurait pu aussi parler de cette nouvelle révolution industrielle que l'on vit, mais dans lequel on est au début, mais qui se caractérise vraiment par ces caractéristiques qui est le monde VICA. Alors, qu'est-ce que le monde VICA? Alors, ça a été un concept qui a été défini dans les années 90 par l'armée américaine au regard de ce qui se passait sur un théâtre d'opération, mais qui s'applique très très bien aujourd'hui dans l'environnement où on est. Alors, c'est qu'on est dans un monde qui est complètement volatile. Alors, volatile, pourquoi? Alors, ça devient tellement évident dans les conditions dans lesquelles on parle aujourd'hui, mais c'est un environnement où la nature des changements est évidemment très très rapide, avec des changements très très brusques, assez violents, et on le voit très très bien, pas prendre le cas de la crise sanitaire pour le voir, mais avec une violence d'enchaînement finalement d'événements qui sont très très brusques. Le côté incertain, non prévisible. Alors évidemment, si on fait référence à ce qu'on vit en ce moment, c'était évidemment peu prévisible, mais c'était déjà le cas avant. Notamment, on n'a pas su prévoir, par exemple, le Brexit, on n'a pas su prévoir l'avant-dernière élection américaine. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même une difficulté à prévoir les choses et à voir, donc c'est la non-prévisibilité des résultats et des actions qui est de plus en plus incertaine en tout cas.
Après, c'est un monde qui est complexe. Alors, complexe, c'est pas compliqué. Alors, je vais le définir comme ça. Complexe, c'est que les relations de cause à effet sont difficilement, en tout cas, ils ont un lien compliqué, qu'il y a de nombreux paramètres qui interviennent dans tous les sujets qu'on a à traiter. Alors, si je dois définir, ce qui est compliqué, c'est lien cause à effet assez clair. Alors, ça nécessite parfois beaucoup d'intelligence pour gérer les choses compliquées. Faire un avion, c'est très compliqué. Mais avec l'expérience, l'intelligence, nos ingénieurs, on arrive à faire un avion. Réparer une voiture, c'est compliqué, mais on sait le faire. Il y a des sujets qui sont complexes. Alors, je vais en citer un. Alors, c'est tout jeune, en tout cas ceux qui voient le visage, bon, ça vous paraît peut-être moins, mais élever des enfants, c'est un sujet qui est complexe. Voilà, parce qu'il y a une interaction complète. Peut-être qu'il faut adapter la démarche et que la méthode doit se réinventer à chaque fois, même s'il y a des fondamentaux. Et on vit dans un monde où on a des bonnes pratiques, on a des choses qu'on connaissait, mais qui ne s'appliquent pas forcément dans chaque cas. Donc, il faut réinventer à chaque fois la façon de résoudre les sujets. Euh, voilà. Donc, et l'autre point, c'est le côté ambigu. Alors, le côté ambigu, c'est que le sens donné à une situation peut avoir il y a plusieurs sens à une situation donnée. Par exemple, alors, on pourrait dire, c'est des éléments qui sont paradoxaux. Donc par exemple, le cas qu'on cite parfois dans ce cas-là, c'est on peut avoir des entreprises qui sont des compétiteurs, donc parfois concurrents et parfois partenaires sur certains sujets. Et donc voilà, donc il y a plusieurs faces à une situation. Et je le cite parce que tout ce qu'on va essayer de définir par la suite, on doit avoir en tête qu'on est dans cet environnement-là. C'est pour ça que tout ce que je vais présenter et dire, il y a évidemment une contradiction possible et des contextes dans lesquels ça ne s'applique pas forcément tel quel et qu'il va falloir forcément adapter dans l'environnement. Ce qui donne d'ailleurs un côté très passionnant à l'époque que l'on vit, mais aussi qui peut être assez inquiétante. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Voilà. Pour de passer au slide suivant. Alors, je vais citer quelques sujets que vous connaissez, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la première chose, quand on parle d'innovation, on pense beaucoup à l'innovation technologique. Donc évidemment, les grandes innovations, je ne les ai pas toutes mises, celles qu'on a à traiter et qui sont de plus en plus impactantes aujourd'hui sur tous les sujets qu'on a à traiter dès qu'on traite des nouveaux sujets, c'est l'émergence, et vous l'avez traité dans la séance que vous traitez sur la partie actuellement sur l'initiative que vous avez en cours, c'est évidemment l'intelligence artificielle qu'on voit utiliser dans de plus en plus de cas d'usage et qui finalement, même quand on n'envisageait pas, alors quand je parle d'intelligence artificielle, je parle de machine learning, hein, mais en tout cas tous les algorithmes apprenants qui sont aujourd'hui qui ont aujourd'hui l'occasion en tout cas de trouver des cas d'usage qui sont très importants. Évidemment, le big data qui permet de faire d'ailleurs du machine learning et la capacité à avoir un maximum d'informations. D'ailleurs, un des enjeux qui nous permet aujourd'hui de faire de l'intelligence artificielle, c'est l'existence de trois choses, hein, principalement. C'est le fait qu'on a beaucoup de données, qu'on a des capacités de calcul très très fortes, et puis qu'on a aussi des talents à mettre en œuvre, même si les algorithmes ont certes évolué, mais les concepts algorithmiques étaient déjà existants avant. Il y a l'émergence de plus en plus d'objets connectés. Dès qu'on fait de nouveaux services, je vous citerai, j'accompagne plusieurs entreprises aujourd'hui sur deux projets qui sont nouveaux, innovants, en tout cas dans l'usage qu'ils veulent en faire. Et à chaque fois, d'ailleurs, on s'aperçoit que dès qu'on prend un sujet, même si on n'avait pas envisagé d'intégrer ces nouvelles innovations, on y arrive. Donc, que ce soit les objets connectés, que ce soit évidemment l'usage d'un maximum de données. Du machine learning, on trouve beaucoup de cas d'usage dès qu'on ouvre un nouveau sujet. Évidemment, la réalité augmentée. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises sur la partie nouvelles applications mobiles et on s'aperçoit de tout ce que permet la réalité augmentée associée.
donc la blockchain dans certains cas, notamment pour les systèmes de confiance. Et évidemment, on attend avec impatience l'usage massif de la 5G et des calculateurs quantiques. Donc, simplement ça, et je vais pas, l'idée, c'est pas de traiter ça précisément, mais c'est simplement de sensibiliser le fait que toutes ces innovations technologiques qui sont de plus en plus faciles à utiliser et implémenter génèrent aussi des vulnérabilités globales qui sont assez fortes. Voilà, donc par exemple, et j'aurai l'occasion de le reparler, mais plus on traite des algorithmes autour de l'intelligence artificielle du big data, plus il est facile finalement d'attaquer des systèmes en modifiant les données et en s'attaquant aux données plutôt qu'aux systèmes eux-mêmes. Donc on le citera, mais il y a des stratégies d'attaquants aujourd'hui qui sont aujourd'hui nouvelles parce qu'on utilise des nouvelles technologies. D'ailleurs, eux-mêmes utilisent ces technologies pour rendre leurs attaques plus performantes et plus sophistiquées. Donc, première chose, innovation technologique. Mais l'innovation, ce n'est pas qu'une innovation technologique. C'est aussi une innovation d'usage. Et c'est exactement un des sujets. Donc là aussi, je peut-être mis quelques évidences, mais on va avoir des smart et des 4.0 mis à toutes les sauces. On s'aperçoit que tout secteur industriel, tout nouveau secteur, vit une transformation digitale et bénéficie finalement de ces nouvelles technologies. Alors, une que je n'ai pas citée au départ, mais qui est évidente, c'est le fait que l'usage du mobile se répand en effet de façon globale. Alors, pourquoi je cite ça? Parce que finalement, l'innovation, elle est plus de l'usage que des aspects technologiques, même s'il y a des évolutions technologiques. Mais ça, il y a vraiment un sujet sur comment on utilise ces technologies et comment on les met à disposition de vos cas. Donc, Industrie 4.0, c'est un beau sujet. Je crois que vous traitez le sujet industriel et on s'aperçoit qu'il y a des cas d'usage qui sont nombreux et d'ailleurs assez importants. Moi, je travaille pas mal sur des sujets autour de la e-santé ou du smart building, par exemple, où il y a aussi un champ du possible qui est assez immense. Voilà, aussi autour de Smart City. J'en parlerai enfin de deux cas qu'on traite, que j'accompagne. Mais on voit qu'il y a un champ du possible qui est assez extraordinaire, ce qui fait d'ailleurs, qui témoigne de cette révolution qu'on vit et qui vous laisse à chacun d'entre nous un potentiel, en tout cas, de développement et de possibilités qui est assez vaste, notamment si parmi vous il y a des entrepreneurs, il y a évidemment un champ du possible qui est aujourd'hui infini. Et alors, il y a une autre innovation, on parle parfois moins, mais je sais que vous le traitez, donc c'est bien, c'est l'innovation managériale. Il y a un changement complet, me semble-t-il, de la façon, donc c'est le slide suivant, il y a un changement complet de la façon dont on va gérer, manager, et il y a une vraie rupture. Alors évidemment, encore quelques évidences, et ça c'est un sujet qui est finalement, je trouve, de mon point de vue, qui est le plus compliqué à porter. C'est le fait que la façon dont on va manager les projets, les équipes a complètement changé. Donc quelques thèmes. Évidemment, on est dans une démarche de plus en plus collaborative, moi j'appelle l'intelligence collective. J'ai eu la chance de l'appliquer à grande échelle dans une entreprise que j'ai dirigée. Et c'est en fait c'est assez compliqué, voire complexe quand on veut aider les gens à s'approprier ça, puisqu'en fait, culturellement, la façon dont on a fait nos études, on est dans un cadre très rigide, et donc ça nécessite de changer complètement le mindset et la culture de l'entreprise. Mais c'est par contre, lorsqu'on arrive à le faire, c'est d'une efficacité très forte. Donc l'idée derrière, c'est qu'on travaille par des rôles, qu'on a une organisation évidemment beaucoup plus dans un mode de projet plutôt que hiérarchique. On supprime le commande-contrôle, on est dans une démarche de confiance et on est dans une organisation qui s'adapte et qui permet d'être scalable avec quelques bonnes pratiques assez passionnantes.
Ça va jusqu'à l'entreprise libérée, qui est un mot qui peut être tarte à la crème, mais qui nécessite, qui sensibilise beaucoup le principe qu'il y a des postures de leadership aujourd'hui qui sont complètement à changer. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un leader, un dirigeant, finalement, puisse favoriser la, la création d'énergie et libérer les énergies des employés. Alors, il y a une chance extraordinaire, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui nécessite et qui souhaite avoir d'autres modèles d'organisation de travail. Et donc, ça va dans ce sens-là. Alors, la, la, la crise sanitaire, et pour certains métiers, ça ne touche pas tous les métiers, mais pour certains métiers, notamment les métiers du tertiaire ou les métiers du service, le fait que le télétravail et les changements issus du travail ont aussi beaucoup changé la façon de travailler et la façon de responsabiliser les équipes. Voilà. Il y a une recherche de plus en plus importante du bien-être et du bien-être au travail. Et ça, c'est un sujet aussi à prendre en compte avec les équipes vie professionnelle, personnelle. Voilà. Et donc, aussi le besoin de développer de nouvelles compétences, aussi bien techniques que managériales, et également ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire que pour répondre à des nouveaux enjeux, comme on l'a vu dans le contexte changeant qu'on qualifie en général de VICA, ça nécessite de développer de nouvelles compétences managériales, de nouvelles postures. Et on voit évidemment, alors c'est ce qu'on voit autour de l'intelligence émotionnelle, l'authenticité, l'empathie, et c'est des nouvelles qualités qu'il faut développer et qui sont vraiment indispensables pour favoriser la diversité, être inclusif et le travail collaboratif. Et c'est peut-être des banalités dans l'analyse, mais dans la mise en œuvre, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas que tous ces sujets-là soient uniquement des annonces. Il faut le déployer en termes de comportement au sein des organisations et de l'entreprise. Et c'est un vrai sujet. Et c'est d'où l'importance de toutes les initiatives que vous avez qui vont évidemment dans ce sens-là, de façon à responsabiliser et à permettre de libérer les énergies. Et il faut que ce que vous faites dans ces initiatives-là, on puisse le retrouver pour ceux qui travaillent déjà dans leur environnement de travail et dans leur entreprise, et pour les autres, continuer à développer ces savoir-faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, si tout ça est clair, je continue. Alors, un des sujets que je voulais traiter et sensibiliser, c'est en même temps qu'on veut innover, libérer les énergies, voir un monde nouveau, etc. En fait, la réalité aussi qu'on perçoit, qu'on a, c'est qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus menaçant. Alors là, on va parler plutôt de menaces cyber, mais donc on a des menaces, en tout cas numériques, qui sont de plus en plus sophistiquées, avec des modèles d'attaque de plus en plus complexes, avec des stratégies d'attaque qui sont en effet de plus en plus sophistiquées, en plusieurs temps, etc., ciblées, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs complets d'activités qui ont été ciblés. On a vu le secteur de la santé qui a été ciblé à un moment donné, notamment au regard de la recherche de vaccins. On a vu, vous pouvez voir dans la presse, et tous les jours aujourd'hui, il y a aujourd'hui des événements sur des risques cyber et des entreprises qui se sont fait attaquer, quelle que soit d'ailleurs leur capacité à répondre. Hein. Il y a des grandes entreprises de sécurité américaines qui se sont fait attaquer également. Donc la question, c'est plus qui se protège bien, qui est compétent pour se protéger ou pas, c'est quand les entreprises, quelles qu'elles soient, vont avoir à subir une attaque. Là, le pouvoir aujourd'hui est du côté des attaquants. Il est en effet très très difficile de se protéger complètement. Et pourquoi ? Parce que globalement, on va dans une ouverture et dans une digitalisation globale de l'activité de l'entreprise, et qu'on est dans une chaîne de valeur qui fait qu'il y a une somme d'entreprises qui intervient dans une chaîne de valeur globale.
et donc qui ouvrent des vulnérabilités, qui permettent, en fait, qui créent des vulnérabilités de plus en plus importantes. Comme on est dans une économie digitale, évidemment, de plus en plus, l'impact est fort et donc ces menaces sont dévastatrices. On a vu le coût, il y a des études qui montrent le coût moyen d'une attaque et il ne cesse de grandir. Il y a une étude qui a montré qu'il a augmenté de 70% en l'espace de 5 ans ce coût des attaques au sein des entreprises. Alors après, dans les menaces, dans le paysage de menaces, on se pose toujours la question du type d'attaquant, des motivations des attaquants, quel type d'attaque et quelles sont les cibles. Alors, les attaquants, eh ben, on peut se poser la question de quel type sont les attaquants. Ben, c'est les attaquants, il peut y avoir des compétiteurs, il peut y avoir des individus, des escrocs, il peut y avoir évidemment des États. Il peut y avoir des activistes, des attaquants qui sont là parce qu'ils se sentent embarqués d'une mission. Il peut y avoir aussi des employés, donc les employés par malveillance, mais aussi par négligence. Donc voilà, donc on fait la liste des attaquants. Il y a aussi, évidemment, je ne vais pas citer les États. Les motivations sont de nature différente. Il y a des motivations qui sont financières, le gain d'argent. Il y en a qui sont pour des raisons d'espionnage, d'autres pour de la déstabilisation, de la réputation, de la volonté de nuire à une entreprise ou à une personne, et puis simplement de la dégradation. Alors, dans les attaques, on définit de type, on peut les caractériser de deux façons. Il y a des attaques qui sont passives. Dans les attaques passives, c'est on écoute. Voilà, globalement, c'est on va intercepter, écouter, voire espionner. Puis il y a des attaques qui sont actives. On peut modifier des données, on peut en fabriquer, on peut détruire, on peut intercepter, détruire des données. Et puis les cibles, alors les cibles, c'est chacun d'entre nous. On a une cible. Il y a évidemment les entreprises, les États, les organisations. Donc voilà. Et quand on va se poser la question du risque, c'est un peu toute cette chaîne qu'on va essayer d'analyser. Je propose de passer au slide suivant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on appelle cybersécurité au sens large? Eh ben, c'est globalement l'ensemble des moyens techniques et non techniques avec un S pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des informations qui sont soit utilisées, soit transmises, soit stockées. Alors, disponibilité, ben, c'est qu'on puisse accéder aux informations. Intégrité, c'est bien les informations, elles n'ont pas été modifiées. Et confidentialité, c'est que les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations. Donc, à contrario, c'est que les personnes qui n'ont pas le droit de voir des informations ne puissent pas les voir. Donc, on voit bien dans le monde de la santé, par exemple, l'importance de la confidentialité des informations, mais dans l'ensemble des secteurs d'activité, ces trois caractéristiques, ces trois critères de protection de la donnée, en tout cas de préservation de la donnée, est très forte. On parle aujourd'hui beaucoup de la véracité de la donnée. C'est un peu l'exemple que je citais tout à l'heure. Pour citer un exemple, c'est plutôt que d'attaquer un système précis, on peut attaquer les données en entrant dans un système, notamment pour les systèmes de machine learning. Et donc, on met des données assez fausses à l'intérieur du système, ce qui fait qu'on va complètement perturber le système complet. Et donc, introduire des biais. Il y a eu des cas connus comme ça où il y a des intelligences artificielles, en tout cas des algorithmes machine learning, où on leur a fait apprendre des choses complètement fausses en modifiant, en attaquant les données qu'ils allaient utiliser. Alors, dans la cybersécurité, il y a plusieurs grands domaines. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de prévenir. Prévenir, c'est organiser, c'est protéger, évaluer la façon dont on peut protéger les données, les systèmes. Après, il y a une activité qui est autour de la détection. Donc, c'est tracer, superviser, regarder ce qui se passe, réagir en cas d'incident.
Donc, comment on rétablit, alors comment on se remet en situation et on corrige, on essaie d'éviter l'impact de l'incident, et puis après, comment on remet le système dans l'état initial où il était. Alors, il y a un sujet qui est de plus en plus important, puisque j'ai évoqué tout à l'heure le fait que toute entreprise maintenant ne se pose plus la question si elle va être attaquée, mais quand. Et donc, toute entreprise sait qu'elle sera attaquée, qu'elle aura à vivre une cyberattaque, et donc à vivre une crise de cyberattaque, se pose la question de la résilience. Et donc, les entreprises aujourd'hui, et c'est très intéressant de toujours traiter ça dans le sujet innovant qu'on a traité, c'est comment on garantit la résilience d'une organisation, d'un système. Donc la résilience, c'est quoi? C'est comment on continue l'activité opérationnelle d'une organisation alors qu'elle a subi une cyberattaque. Et donc ça aussi, hein, dans le contexte changeant dont on parlait tout à l'heure, c'est un sujet important puisque ça nécessite complètement de changer la façon de voir les choses. Par exemple, c'est stocker des informations dans un environnement complètement dissocié du système d'information de l'entreprise. C'est utiliser des services de messagerie qu'on a interdit d'utiliser en cas de situation normale, mais en situation de crise qu'on peut utiliser. Donc toutes les messageries que vous connaissez sont aujourd'hui qu'on n'utilise pas dans le monde de l'entreprise peuvent être utilisées en cas de crise de façon ponctuelle. Voilà, c'est essayer de trouver des idées qui fait que l'entreprise peut vivre. Donc, si vous êtes intéressé par ça, il y a eu beaucoup de retours d'expérience d'entreprises sur la capacité dont elles ont pu être plus ou moins résilientes suite à une cyberattaque. Voilà, donc c'est un sujet aujourd'hui qui est essentiel dans l'environnement de cybersécurité, c'est la cyber-résilience. Alors derrière tout ça, il y a comment on manage la sécurité. Donc il y a des activités de stratégie de sécurité, de gouvernance de sécurité, la gestion du risque, qu'est-ce qui est conforme, et puis comment on sécurise la partie opérationnelle. Donc certes, il y a des sujets très techniques en termes de cybersécurité, mais il y a aussi des activités purement managériales. Alors sur la partie, voilà, donc là je voulais qu'on passe un peu de temps sur la partie maîtrise du risque en termes de méthode. Donc on a des méthodes très formelles pour gérer le risque numérique. Et ce qui était intéressant, ce que je trouvais en tout cas peut-être intéressant dans le parallèle, c'est que d'une part, on est dans un monde d'innovation où on prend des risques, où on lance des nouveaux sujets, on essaye de proposer de nouveaux services et en même temps, on se doit de mettre en place une vraie gestion des risques avec des méthodes complètement formelles. Alors la première chose, et c'est une conviction qui est de plus en plus partagée, c'est que dans la maîtrise des risques, et je le citais sur les sujets qu'on traite, il y a un côté auquel il faut une vraie conformité. Alors certes, il faut être conforme à la réglementation, c'est une chose, mais en plus, on peut avoir des politiques, des exigences de sécurité de l'entreprise, et il y a des choses qui sont non négociables. Donc quoi qu'il arrive, il y a des activités de la cybersécurité, ce qu'on appelle une hygiène de la cybersécurité, et ça, il faut le faire. Par exemple, mettre à jour tous les systèmes, sauvegarder ces données, faire de la gestion des accès et des identités, c'est-à-dire bien gérer quels sont les droits des gens à accéder à de l'information et gérer leur cycle de vie dans l'entreprise. Et puis quand ils n'ont plus le droit d'y accéder, leur supprimer ces droits, soit ils sont partis, soit ils ont changé de job, mais il faut absolument mettre en place ces principes-là et évidemment sensibiliser les acteurs pour avoir une vraie culture de la sécurité. Alors la maîtrise de risque, c'est un moyen. C'est un moyen de mettre en place des vraies stratégies autour de qu'est-ce que je dois protéger, quel est l'impact des choses. Donc, en deux mots, c'est des démarches qui sont dynamiques, qui sont adaptées à l'environnement de l'entreprise, hein, qui sont plutôt rigoureuses et formelles dans le calcul du risque, et puis qui sont complètement collaboratives. Elles ont un point important que je n'ai pas cité là, mais aussi elles doivent permettre de bien communiquer. C'est-à-dire que le risque doit se communiquer, doit être partagé et partageable. Donc un risque, qu'est-ce que c'est?
Alors d'une part, déjà, on n'a pas la même appétence au risque. Donc chaque entreprise peut mettre en place des démarches par rapport à son appétence à son risque qui peuvent être différentes. Alors un risque, c'est globalement une probabilité, c'est une vraisemblance, une occurrence qui est associée à un impact, une conséquence. Alors c'est une éventualité qu'un événement peut causer un dommage, et quand on parle dans la cybersécurité, c'est l'éventualité qu'une menace parvienne à exploiter une vulnérabilité, et vous avez vu que j'ai cité beaucoup ce nom-là au départ avec les innovations technologiques, sur un actif métier, donc le patrimoine informationnel patrimoine de l'entreprise, en contournant des mesures de protection. Donc, ce qu'on met en place, c'est des mesures pour se protéger. Et donc, comment une attaque, finalement, une menace, parvient à exploiter une vulnérabilité de façon à atteindre un actif et donc avoir un impact. Donc, les termes qu'on va traiter, les paramètres, c'est vulnérabilité, menace, impact. Vous avez des questions? Donc, je continue. Voilà. Oui, au Oui. niveau de l'entreprise, parce que je sais que vous aidez les entreprises à lutter contre les cyberattaques, c'est ça? Oui. Entre autres. Et je voulais savoir quels sont les types d'attaques qui sont les plus fréquentes que vous rencontrez régulièrement quand Alors, vous aidez les entreprises? voilà, elles sont de. Alors, il y en a de nombreuses, mais alors, en fait, il y a des analyses qui montrent, j'aurais pu montrer d'ailleurs globalement ce qu'il y a, mais aujourd'hui, les attaques qu'on voit beaucoup, c'est les ransomware. Donc, en fait, des, des systèmes qui permettent de chiffrer des données, et en contrepartie d'avoir la clé de chiffrement, ben, il faut payer. Voilà, donc c'est les attaques qui sont les plus compliquées. Et puis celle qu'on voit aussi, c'est les attaques par déni de service. Donc, c'est le principe qu'on envoie beaucoup d'informations sur des serveurs web, par exemple. Et de ce point de vue-là, ça bloque les systèmes. Alors, il y a des mécanismes de mesure, de protection, hein, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment les entreprises mettent un niveau moyen de protection, de mesure, de sécurité, de façon à se protéger. Parce qu'en fait, le vrai risque, c'est les attaques en masse qui finalement fait que comme on a des vulnérabilités, elles impactent ces entreprises-là. Et comment on met un minimum enfin en tout cas un maximum de protection, mais un minimum de mesures qui permettent de protéger correctement les entreprises. Donc voilà les deux types de menaces qu'on peut voir, mais globalement, il y en a d'autres qui existent. Ça dépend des typologies d'entreprises et ça dépend du secteur d'activité. Merci. Compris. Euh, donc, donc, euh, donc voilà. Ce qui est aussi, par contre, là, on intervient beaucoup et qui est un vrai sujet, c'est comment, lorsqu'on développe un nouveau service digital, on puisse anticiper ces risques. Par exemple, on voit très très bien, je ne sais pas si vous travaillez sur un sujet, en tout cas dans les défis que vous aurez pour certains d'entre vous à traiter, vous verrez qu'on ne traite jamais comment on protège les données, comment on fait de la security by design dès le départ. Et ça, c'est un sujet important, hein, simplement d'aller être sûr qu'on met à jour l'ensemble des logiciels qui vont être utilisés, qu'on a un système automatique de mise à jour, qu'on a bien sauvegardé, qu'on a géré gestion des accès et des identités dès le départ, qu'on respecte bien le minimum d'hygiène est déjà un sujet important et qu'on a sensibilisé les équipes. Voilà. Nous, notre job, quand même, en tout cas, le parti qu'on a pris, nous, c'est surtout d'aller essayer de créer cette culture de la sécurité, aussi bien auprès des décideurs que de leurs équipes. D'où le fait comment dire, de valoriser les démarches autour de la maîtrise du risque. Alors, je ne vais pas forcément, parce que leur avance là, tout détaillé sur la maîtrise du risque, mais globalement, on identifie les assets, les actifs importants de l'entreprise, les menaces et les impacts possibles. On va analyser. Donc, on va par exemple analyser pas mal de choses hein, qui sont les sources de risque, hein, qui peut attaquer, quels sont les objectifs qui sont visés globalement, quels sont les éléments redoutés, les motivations des attaquants. En fait, on va se mettre à la place d'un attaquant, à la place de potentiels attaquants
qu'est-ce qu'ils vont chercher, quelles sont leurs motivations, quels sont les moyens qu'ils ont, et puis quelles sont donc les ressources qu'ils mettent en œuvre. Est-ce que, est-ce que ce risque est pertinent à prendre en compte ou pas? Puis après, on va évaluer. Donc la démarche est très formelle, hein, c'est un calcul voilà, d'analyse formelle, et puis après, on va traiter. Alors le traitement du risque, il a plusieurs formes. Hein. C'est-à-dire on peut le réduire, on peut avoir un risque résiduel, on peut le transférer, avoir soit un sous-traitant qui prend en compte le sujet et qui va gérer le risque, soit une assurance. Voilà, on peut ne pas le traiter, on peut gérer disant je prends le risque. Voilà, il y a plusieurs modes de traitement possibles. Et après, c'est assez récurrent et on va regarder de façon à ce que s'il y a des changements en termes des menaces et des vulnérabilités, quel risque est associé, ou quand on a de nouveaux actifs, est-ce qu'il y a une autre démarche à mettre en place, il y a des mesures à mettre en place pour traiter le risque. Voilà, donc c'est une démarche assez formelle qu'on met en place de plus en plus dans les entreprises, en tout cas qui devient assez essentielle. Alors pour conclure, voilà, je voulais conclure sur ce slide-là. Il y a un des grands enjeux de l'innovation, et c'est pour ça qu'on préconise la mise en place de maîtrise de risque assez tôt dans l'organisation. C'est que la vraie question de l'innovation, c'est d'une part, elle est de plus en plus collaborative. Et quand je dis collaborative, je ne l'ai pas cité, mais ça sera une partie de ma conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé des données et que la transformation digitale, c'était principalement un sujet autour de la donnée, mais c'est avant tout un sujet autour de l'humain. Alors, c'est un côté tarte à la crème de dire ça, mais il y a un vrai sujet autour de l'innovation, c'est qu'est-ce qu'on apporte globalement à l'humain et au côté collaboratif de l'arrivée du digital. Et l'autre point, c'est comment on arrive à le mettre à l'échelle. Un des vrais sujets de l'innovation, c'est qu'on arrive à innover parfois sur des petits périmètres, et comment on fait pour monter à l'échelle. Donc il y a plusieurs démarches. Il y a une démarche qui est plutôt dans la démarche créative, où il faut pouvoir des sujets assez innovants et commencer à développer des expérimentations. Et puis après, il y a une démarche qui nécessite de l'excellence opérationnelle, de façon à pouvoir le mettre à l'échelle. Et l'innovation, c'est un peu ça en fait. C'est d'abord ça, c'est la capacité créative qu'on a, et associé à ça une excellence opérationnelle pour réaliser. Je rappelle, une innovation, c'est quelque chose de nouveau qui a rencontré son marché et qui a rencontré son business model. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour chacun, tout le monde, c'est comment on arrive à le mettre à l'échelle. Et là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi un côté très, très culturel, humain, managérial, pour pouvoir aller dans cette démarche d'innovation collaborative à l'échelle. Si j'ai encore temps, je peux vous raconter deux sujets que j'accompagne qui vont dans ce sens-là, à moins que vous ayez des questions. Alors bonsoir, si vous me permettez, j'aurais effectivement une question, Oui. ou plutôt de ce sens une remarque. Je me présente tout d'abord, De Villers-Gaëtan, élève avocat. Ma remarque se fait un petit peu en lien avec les questions de cybersécurité et l'aspect managérial, et je m'interrogeais sur l'absence d'éléments juridiques justement pour garantir justement cette cybersécurité au sein de l'entreprise. Cette fois, les attaques viennent de l'intérieur, avec notamment un salarié qui se connecterait par le biais de phishing ou par une erreur de sa part à des sites où justement il pourrait avoir donné un accès à un potentiel hacker. Est-ce qu'il est pertinent ainsi de réfléchir à des chartes informatiques qui seraient intégrées notamment au règlement intérieur pour assurer un caractère contraignant vers le salarié? OK. Moi, je peux répondre à cette question? Ah bah oui, allez-y. Bonjour, Monsieur Castellan. Je suis Roland Saint-Just, je suis du Master DEN. Ah, bonjour. D'accord. Et en ce qui a trait aux salariés, et la charge de sécuriser le système d'information revient à l'employeur, au chef de l'entreprise. C'est votre charge. Et tout ce qui se passe, d'ailleurs, les données protégées, que ce soit les données sensibles, toutes les conséquences qui peuvent résulter du sabotage du système d'information, c'est l'entreprise ou particulièrement le chef d'entreprise qui va supporter le coût. C'est la raison pour laquelle c'est votre charge.
Maintenant, pour sécuriser le système d'information, il faut, premièrement, définir une charte de confidentialité de sécurité informatique. La charte doit être signée par, non seulement contre-signée par l'employeur et l'employé. L'employé doit savoir toutes les limites, toutes ses responsabilités. Maintenant, si le problème vient de l'intérieur, c'est-à-dire vient de l'employé, premièrement, il y a la charte, mais il y a la responsabilité pénale de l'employé qui peut être engagée sur la base de l'article 223 et suivant du Code pénal. Parce que tout vol de données est puni par le législateur. Vous êtes là, monsieur? Oui. Oui, tout vol de données est puni par le législateur au Code pénal, en son article 223 et suivant. C'est le fait, par exemple, on qualifie de vol de données, c'est le fait par l'employé de télécharger les données, de prendre les données sur, tout support, c'est-à-dire les données de l'entreprise. Si c'est l'employé qui soustrait les données, soit au profit d'un concurrent ou au profit de lui-même personnellement, le chef de l'entreprise peut intenter une action contre l'employé au pénal comme au civil, parce que comme au civil pour ses responsabilités contractuelles et au pénal pour ses responsabilités pénales. D'ailleurs, dépendamment de la situation, ça peut amener jusqu'à une amende de 150 000 euros. Je vous réfère aux articles 223 et suivants du Code pénal. Mais néanmoins, le chef d'entreprise doit définir une charte informatique précisant les responsables et les limites, les droits de l'employé. Moi, c'est ma réponse. Oui, en fait, donc c'est très bien. Oui, merci pour votre réponse. Il y a plusieurs sujets dans la question. Donc oui, il y a des outils qui permettent de le faire, mais c'était un peu le sujet où je voulais en venir, c'est-à-dire que il y a des sujets purement de loi, voilà, et il faut respecter. Il y a des chartes qui permettent finalement de bien formaliser les choses et de créer un comportement de l'ensemble des employés qui sont respectueux de ces données patrimoniales de l'entreprise. Et puis après, associé à ça, il y a une culture qu'il faut développer, la culture de la protection de l'entreprise, mais de la protection de l'individu aussi. Parce qu'un des éléments forts, c'est il faut qu'il se protège d'une part pour ne pas faire des actes malveillants, mais aussi que lui apprenne à se protéger, qu'on ne lui pique pas ses données et qu'il ne soit pas aussi un vecteur à qui on peut attaquer pour prendre les données de l'entreprise. Voilà, donc il y a un vrai sujet et l'objectif c'est pour ça qu'on a une troisième activité dans l'entreprise qui est la partie culturelle, c'est comment on crée une culture avec des comportements de protection aussi bien de l'entreprise que de soi-même, de façon à protéger tout ça. Alors oui, il y a des outils juridiques associés à ça, mais ça ne sera jamais suffisant. Et l'autre point qui est aussi important, c'est à la charge aussi du dirigeant de responsabiliser les gens, de formaliser en effet dans une charte et de communiquer, d'expliquer, parce que la charte, elle est parfois très compliquée et très complexe. Donc, comment je fais aussi un outil de communication des grands éléments et des grands principes à traiter, et puis aussi de créer une ambiance dans l'entreprise qui évite et qui collectivement, en tout cas, permet d'éviter ce genre de drame. Parce que il y a un côté un peu aussi paradoxal, c'est que qui dit collaboratif dit partage d'informations et dit responsabilisation des collaborateurs et dit accès à un maximum, en tout cas à de l'information dans lequel on leur donne le droit d'accéder pour pouvoir travailler. Voilà. Mais autrement, la réponse, oui, écrire des règlements, des politiques de sécurité, des chartes informatiques, des chartes de sécurité et savoir les communiquer fortement, c'est une voie importante pour améliorer cette culture de la sécurité. Et après, je voulais signaler également que
le poste de travail, c'est l'endroit le plus dangereux pour le système d'information. Dans un système d'information qui est bien, qui est très redondant, le point le plus dangereux du système, c'est le poste de travail. Je crois que le plus grand antivirus et contre les cybermenaces, c'est l'employé. C'est l'employé. Parce que dès que l'employé est sensibilisé, dès que l'employé est suffisamment sensibilisé, est suffisamment prudent, l'entreprise, le système d'information est censé sécuriser jusqu'à 50%. Parce que généralement, la menace part le plus souvent par l'employé. Même s'il y a d'autres ports, par exemple les objets connectés et tout, mais l'employé, le poste de travail, c'est l'endroit le plus dangereux pour le système d'information. Ça, c'est mon avis. Oui, c'est un point fragile. On l'a vu encore plus avec la crise sanitaire qui a augmenté le télétravail et l'usage de postes de travail personnels pour accéder au système d'information, des informations qui étaient relayées sur des postes de travail chez les employés, donc moins bien protégés, même physiquement, d'ailleurs. Donc, en effet, c'est un vrai sujet, hein, c'est la continuité, en fait, le cycle de vie de la donnée qui finalement est de plus en plus étendu et a un périmètre de plus en plus large. Donc, en effet, ce qui est aussi un sujet qu'il faut bien prendre en compte, qui a bien changé depuis quelques années, c'est qu'une grande partie des attaques sont aussi arrivées par les partenaires. C'est-à-dire que globalement, hein, on s'aperçoit que quand une entreprise est bien protégée, en tout cas à l'état de l'art, 40% des attaques peuvent venir d'un partenaire externe. Donc plutôt que d'attaquer l'entreprise, on attaque des partenaires et à partir de là, on arrive à avoir comme cible, à rebond, l'entreprise qui était finale, qui est la cible. D'ailleurs, dans les grandes entreprises qui ont été attaquées ces derniers temps, il faut peut-être voir derrière l'attaque de ses propres clients, des clients de ces entreprises-là qui ont été attaqués. Et donc, c'est aussi un des nouveaux sujets. C'est-à-dire qu'il y a toute la chaîne de valeur à sécuriser. On parlait de l'employé, mais c'est aussi l'ensemble de l'écosystème qui collabore avec une entreprise. Ce qui fait que finalement, on est tous un peu liés globalement, enfin, toutes les entreprises, les régions sont liées à se protéger collectivement, les secteurs d'activité complets. On voit même aujourd'hui des concurrents qui échangent beaucoup comment se protéger ensemble, parce que quand un concurrent est attaqué, la probabilité que l'autre soit attaqué est aussi forte. Donc on voit finalement que la cybersécurité devient de plus en plus collaborative de façon à se protéger. En fait, on voit très bien, d'ailleurs, il y a des grandes initiatives aujourd'hui qui sont sur un modèle beaucoup plus collaboratif plutôt que de rester très enfermés sur eux-mêmes pour se protéger. Collaborative, mais c'est une manière aussi de plus en plus responsabilisée dans la mesure où l'entreprise victime justement d'une attaque cybercriminalité ne sera pas uniquement simplement victime et tout l'impact sur la réputation, mais pourra également faire l'objet de poursuites judiciaires à la mesure où ces données volées pourraient justement montrer sa défaillance et amener à justement des poursuites judiciaires si celles-ci sont réutilisées par la suite, dans la mesure où elle était censée être garante envers les tiers qu'elle dispose de données de la sécurité de celle-ci. Oui, exactement. Bien sûr, on voit très bien. Alors, le règlement pour la protection des personnels a fait beaucoup de ce point de vue-là. Hein. Et on a vu que, en tout cas, ça a aidé à renforcer la sécurité, au moins pour les données personnelles. Ouais. D'ailleurs, on voit finalement que je n'étais pas forcément toujours fan de cette approche, mais la partie réglementation est un vrai effet pour renforcer la sécurité globalement d'entreprise. D'ailleurs, quand je disais la directive Nice, etc., on voit de plus en plus identifier des entreprises qui interviennent dans des secteurs d'activité qu'on considère comme essentiels et dans lesquels on leur demande d'avoir une exigence de sécurité de plus en plus forte, en fait. Des exigences de sécurité de plus en plus fortes, justement. Et il faut, en fait, qu'il y ait un minimum de sécurité globale de façon à ce qu'on peut se sécuriser. C'est pour ça que dans la maîtrise de risque, j'avais fait la remarque sur il y a une hygiène
à traiter qu'il faut avoir, indépendamment d'abord s'il y a du risque ou pas du risque. Voilà, il y a un niveau minimum de sécurité qu'il faut mettre en place, aussi bien dans les entreprises que pour les collaborateurs, que même pour nous à titre individuel. Hein. Et même chez les sous-traitants également, même pour les sous-traitants. Ouais. En fait, dans les attaques, il y a une attaque qui passe toujours par de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire d'essayer de comprendre et de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir utiliser une personne pour intégrer, pour rentrer dans un système. Et donc ça, à part la sensibilisation et la formation des acteurs, il n'y a pas beaucoup de choses à faire parce qu'il y aura toujours des vulnérabilités dans un système. Ouais. D'où la question de la cyber-résilience pour ensuite réagir à ça et avoir assuré ses arrières d'un point de vue juridique pour éviter les conséquences trop lourdes. Voilà. Donc, du point de vue juridique, du point de vue aussi technique, organisationnel, comment on gère une crise. Mais vous avez raison, hein, côté juridique, comment on s'organise très très vite à respecter la loi, parce qu'il faut informer. Comment j'informe, la qualité de l'information. Voilà, non, il y a de nombreux sujets, d'où d'ailleurs un des sujets que nos convictions fortes, c'est qu'il faut s'entraîner. Il faut gérer des crises, s'entraîner à gérer des crises, parce qu'elles arriveront et qu'on ne peut pas s'improviser à gérer une crise. Voilà, et que d'ailleurs, dans la gestion de crise, il y a un volet aussi qui est la communication. Comment je communique vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes partenaires, vis-à-vis de, globalement, ça peut être toutes les parties prenantes, la presse, les investisseurs, sur quand une attaque intervient, et surtout comment je communique sur la façon dont je la résous. Voilà un autre élément aussi important à prendre en compte. Donc, tout ça pour dire que ce qui est passionnant dans le monde qu'on vit, c'est que de plus en plus, tous ces sujets-là sont pluridisciplinaires. Ça nécessite voilà, de mettre autour de la table des gens avec des compétences et des points de vue différents, Voilà. des experts, des gens du marketing de la donnée, des juristes, voilà, des communicants. Et après, il faut l'implication de tous les acteurs intervenant dans l'écosystème. Ouais. Niveau sous-traitant, d'ailleurs, les acteurs intervenant dans le système doivent se sentir impliqués. Ouais. Ouais, c'est un vrai sujet. C'est le sujet globalement qu'on traite beaucoup en ce moment, hein, qui est une chose qui a changé la façon de voir. C'est en effet, c'est comment les entreprises arrivent à diffuser des exigences et aider leurs sous-traitants, leurs partenaires, les gens avec qui ils échangent l'information à avoir un bon niveau de sécurité et être sensibles à ça. Les startups, voilà, elles ont de plus en plus besoin de startups pour collaborer, pour innover, mais comment elles arrivent à leur demander d'avoir un niveau d'exigence de sécurité suffisant, mais pas trop important pour les tuer au regard finalement du début de développement de ces entreprises-là. Donc, il y a tout un enjeu là-dessus, d'où d'ailleurs, encore une fois, tout ça est une gestion du risque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que certains ont des projets en cours dans lesquels ils n'ont pas intégré le risque ou la sécurité ou... Bon, je crois en ce moment, tous les projets digitaux doivent intégrer les questions de protection des données et de la cybersécurité parce que les sanctions ne coûtent pas 1 euro ni 2 euros. Et encore, derrière tout ça, il faut intégrer les réputations d'entreprise parce que lorsqu'on se fait attaquer, il y a non seulement, par exemple, prenons le cas d'un site e-commerce qui se fait piquer les données. Maintenant, il n'y a pas seulement le coût économique, le coût en termes de chèques qui va sortir de l'entreprise, soit par rapport aux sanctions qui peuvent venir de la CNIL ou pas, le coût de réparation des matériels, le coût qu'il faut payer et tout ça, il faut tenir compte également de l'irréputation de l'entreprise. Maintenant, est-ce que cette entreprise pourra bénéficier de la confiance de ses clients encore? Il y a tout ça, c'est la raison pour laquelle tous les projets digitaux, surtout
mais tous les projets digitaux doivent intégrer les problématiques de la cybersécurité et particulièrement de la protection des données. Oui, oui, ils doivent, le font-ils, c'est autre chose. Dans les objets connectés, en fait, il y a un vrai travail d'évangélisation et d'explication, parce que ce n'est pas toujours bien intégré, et c'est des sujets qui sont complexes pour la partie. Mais vous avez raison, c'est un. Alors aujourd'hui, je pense que en effet, ça c'est bien. La prise de conscience est assez forte. Alors les événements qu'on voit tous les jours aussi, ils permettent de le faire. Malheureusement, la mauvaise expérience de certains permettent à d'autres d'anticiper les choses. Et s'il y a des entrepreneurs derrière la ligne, moi, je souhaiterais que leur conseiller de gérer la cybersécurité avec la méthode Lean, au sens qu'on implique au maximum les employés. Au maximum. Parce que tant que l'employé se sent concerné, tant que l'employé voit son intérêt dans la situation, parce que lorsqu'on a une condamnation de 5 millions d'euros, c'est parce que une cyberattaque peut entraîner la chute de l'entreprise. Bien sûr, oui, l'impact aujourd'hui, c'est dévastateur aujourd'hui. Et s'il y a des employés également, je dirais également, et être cyberprudent, c'est un acte de générosité envers son employeur. Pourquoi? Parce que c'est un acte de générosité envers soi-même et envers son employeur. Pourquoi? Parce que lorsque la boîte coule, il n'y a pas que la boîte qui va couler. Bon, certainement, tu peux trouver du travail ailleurs, mais ce sont les, comment dire, ce sont les, bon, Le temps qu'il trouve ces mots pour le compléter, de cette manière, c'est même plus simplement que la survie de la boîte. Même si la boîte ne coule pas sur à la faille que l'employeur aurait créée, il est possible qu'il ait des poursuites à son égard et qu'il soit simplement licencié. Car il s'agit d'une faute dans l'entreprise, qui peut être une faute grave et qui peut parfois justifier des licenciements assez brutaux. Oui, le risque, il est multiforme. Hein. Donc, il y a la réputation, il y a les coûts, il y a le licenciement, il y a l'ambiance associée à ça, parce que c'est toujours compliqué de licencier pour. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est que lorsque la boîte coule, l'employé peut trouver du travail ailleurs, mais ce sont les sacrifices de toute une vie qui part également certaines fois. Par exemple, l'employeur, lui, qui a consacré toute sa vie à travailler pour monter sa boîte, pour construire sa boîte, maintenant, si la boîte s'écoule, c'est le sacrifice de toute une vie qui part également. C'est la raison pour laquelle moi, je considère que lorsque l'employé est cyberprudent, c'est un acte de générosité, c'est un acte de générosité envers son employeur. Mais en fait, il faut intégrer la sécurité d'une part d'un point de vue culture aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, culturellement, et voire même en termes d'éthique, ça reste un vrai sujet. Et de solidarité avec les autres. Et voilà, en fait, ça va chercher des valeurs qui sont fortes. Et c'est aussi aux dirigeants de mettre en place les conditions qui font que globalement, ça ne peut pas arriver que l'employeur. Donc ça, que l'employé. Donc il faut pas non plus. Enfin, certes, l'humain est une faille, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Et ça, on peut trouver des moyens. Hein, c'est important de le traiter. Mais il y a aussi la complexité aujourd'hui des systèmes qu'on met en place qui fait que je pense qu'il faut qu'on traite. Donc, pour conclure, je vous remercie en tout cas de votre présence. Merci de m'avoir donné l'occasion d'intervenir. C'était toujours passionnant d'intervenir sur ce sujet-là. Je vous souhaite une belle soirée et puis
eh ben, intégrez bien ces bonnes pratiques dans vos projets. Je sais qu'il va y avoir un exercice dans 15 jours avec des beaux projets, des beaux défis pour ceux qui participent. Eh ben, je vous souhaite bonne chance à chacun et une belle soirée.